Aujourd'hui, c'est impossible de regarder un épisode de SmackDown à la WWE sans entendre parler des Usos ou de les voir dans le ring. D'ailleurs, souvent quand c'est le cas, les deux frères jumeaux sont mentionnés comme l'une des meilleures équipes de l'histoire de la WWE et sont mêlés à des histoires de très haut de carte, notamment au dernier WrestleMania où ils ont défendu leur titre dans le main event de la première nuit. Avec en plus de tout ça, l'histoire de la Bloodline qui a monopolisé les grandes scènes depuis mi-2020, les Usos sont sans aucun doute l'une des plus grandes équipes à avoir foulé un ring de la WWE. Mais alors comment une équipe qui payait clairement pas de mine à ses débuts et qui même après avoir progressé et longtemps resté bloquée dans le pré-show des pay-per-view a réussi à exploser au point de devenir l'une des plus grandes équipes de l'histoire? Eh bien on va le savoir aujourd'hui puisqu'il est l'heure de revenir ensemble sur la longue mais passionnante ascension des Usos à la WWE. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le catch pour Jimmy et Jey Uso, c'est dans les gènes. Fils jumeaux du très grand Rikishi, ils font partie de l'immense famille Anoa'i, une légendaire lignée dans le catch et sont donc très tôt passionnés par la discipline. Avec une telle famille, pas question de passer par les scènes indépendantes à travers les États-Unis ou même de l'autre côté de la Terre. Jimmy et Jey débutent leur carrière et leur formation aux côtés des membres de leur famille à la WWE et plus particulièrement dans le centre de développement, la FCW. Alors oui, bon, en réalité avant ça, ils ont un grand total de 4 autres matchs dans d'autres promotions, notamment du côté de la NWA, de la GCW et de la XCW, mais là où leur carrière débute réellement, c'est bien à la FCW, puisque c'est là-bas qu'ils prennent officiellement le nom des Usos. Débutant là-bas en 2010, Jimmy et Jey Uso enchaînent les matchs et font bonne impression, obtenant de nombreuses victoires et rapidement des opportunités au titre par équipe, qu'ils finissent d'ailleurs par remporter 2 mois à peine après leur début. Alors je sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression qu'avec la phrase que je viens de dire, il y en a certains qui ont été choqués et même qui sont déjà en train d'écrire un commentaire. C'est parce que j'ai dit Jimmy et Jey Uso, c'est ça? Bah écoutez, moi j'y peux rien, Jay en 2010, il s'appelait pas Jey Uso, il s'appelait Jey Uso. Alors je sais pas, c'était peut-être un fan de la première heure, mais en tout cas c'était son nom. Bon, au-delà du fait que c'est impossible de regarder un de leurs matchs à l'époque sans rigoler quand Jay est annoncé en tant que Jey Uso pendant son entrée, on voit déjà que les Usos dominent la division par équipe là-bas parce qu'ils conservent leur ceinture pendant un bon moment, autant en show télévisé qu'en house show, et ils sont suite à ça rejoints quelques semaines après leur victoire par une certaine Tamina. Celle-ci va leur servir de manageuse du côté de la FCW et on va voir que la WWE va apprécier le trio puisque c'est ensemble qu'ils feront leur début dans le roster principal. Toujours en train de se former à la FCW, Jimmy et Jey débutent sous ce nom-là dans le roster principal lors d'un house show en juin 2010, et bien qu'ils continuent de lutter à la FCW, ils ont clairement déjà été repérés par les officiels et leur début sur les grandes scènes ne saurait tarder. Après de brefs passages par Superstars et dans différents house shows de la WWE, durant lesquels ils ont l'occasion de se lancer en rivalité avec les champions par équipe unifiés de l'époque, la Hard Dynasty, Jimmy et Jey Uso font leur début à Raw lors de l'épisode du 24 mai 2010, attaquant leurs rivaux pour officialiser le début de leur rivalité dans le roster principal. Bon, leurs débuts ne sont malheureusement pas hyper bien réussis, parce que Jimmy se ramasse la gueule dans le coin en voulant monter pour placer son splash, mais ils se rattrapent quand même bien puisqu'ils ont directement leur premier match en pay-per-view lors de Fatal 4-Way dans un match 3 contre 3 aux côtés de Tamina. Malheureusement, ils perdent le match en question et leurs débuts ne sont donc toujours pas très glorieux, mais ils se relancent immédiatement en attaquant les champions lors du Raw du 28 juin pour confirmer qu'ils en avaient après les ceintures. Ils finissent d'ailleurs par battre leurs rivaux 2 semaines plus tard et s'octroient par la même occasion un match de championnat pour les titres par équipe, cette fois-ci bien sûr en 2 contre 2 lors de Money in the Bank, mais malheureusement pour eux, ils ne connaîtront pas l'ascension rapide qu'ils ont connue à la FCW. Mais bon, on voit quand même que les Usos font des débuts très cool dans le roster principal parce que même si c'est une équipe que personne ne connaît, ils débutent directement en tant que challenger numéro 1 et leur avenir ne peut donc être que couronné de succès. Bon, ça c'est ce qu'on pensait à l'époque, mais malheureusement ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Ils ont une fois de plus l'occasion d'aller chercher les titres à Night of Champions dans un tag team turmoil, mais ils échouent une fois de plus, et après s'être lancés en rivalité contre Santino Marella et Vladimir Kozlov, ce qui n'est pas la plus grande rivalité du monde, Jimmy et Jey se séparent de Tamina et restent heel comme depuis leur début. Personnellement, cette séparation je la voyais plutôt comme une bonne chose à l'époque parce que je trouvais pas que Tamina apportait grand chose à l'équipe, et même si le splash à 3 était plutôt stylé, je trouvais que les Usos avaient plus de potentiel en duo. Pour autant, après cette séparation, les Usos n'ont pas plus de succès qu'à leur début, et ils restent longtemps une équipe de milieu de carte, apparaissant régulièrement dans les house shows mais moins fréquemment dans les shows télévisés, et ils sont bien souvent cantonnés du côté de Superstars à l'époque. Cette émission était tournée avant ou après les épisodes de SmackDown à l'époque, et elle servait à construire des talents qui n'étaient pas tout à fait établis, ce qui n'était donc pas très flatteur pour les Usos. Mais en réalité, force est de constater que la WWE avait raison, Jimmy et Jey étaient très loin d'être établis, ils n'étaient qu'une équipe parmi toutes les autres qui ne s'était pas encore démarquée, et la WWE cherchait donc encore quoi faire avec eux, d'autant que si NXT existait déjà à l'époque pour créer de nouvelles stars, les saisons étaient toutes en solo et Jimmy et Jey n'y avaient donc pas leur place en tant qu'équipe, et une séparation si tôt dans leur carrière aurait été, je pense, une grande erreur. Du coup, puisqu'il faut se démarquer et qu'il est important de les construire comme il faut après des débuts mitigés dans le roster principal, un grand changement va s'opérer à l'été 2011. Les Usos sont draftés à SmackDown pour être relancés dans un
un show dans lequel ils ont beaucoup plus leur place, et ils effectuent leur face turn dans le même temps, obtenant leur premier match lors de l'épisode du 10 juin aux côtés de Ezekiel Jackson pour faire face à The Core. Mais on va voir que c'est pas le seul changement qui va avoir lieu à ce moment-là. 2 semaines plus tard, alors qu'ils sont prévus pour avoir un nouveau match contre The Core, les Usos font leur entrée en commençant par une danse de guerre traditionnelle samoane qu'on peut également retrouver de manière régulière dans les matchs de rugby et qui a un flow de fou. Déjà bon, le fait de taper une danse de guerre avant un match quel qu'il soit, c'est juste ultra stylé, hein, mais bon, quand t'as une armée de buffles qui te regarde dans les yeux en faisant cette même danse, il faut vraiment être personne d'autre que Sébastien Chabal pour avoir les couilles de s'en approcher. Hein. Mais bref, revenons aux Usos, parce que si cette danse leur donne un sacré style et apporte de l'originalité à leur personnage, ils débutent également à ce moment-là avec une nouvelle musique d'entrée, bien meilleure et plus originale que leur ancienne et que personnellement j'aimais beaucoup. Peu de temps après en plus, ils continuent d'ajouter des petites touches à leur entrée en ajoutant des peintures faciales et en interagissant avec le public pour leur faire dire Uso, ce qui ajoute une connexion avec la foule qui est très importante dans le catch. Jimmy et Jay tentent donc de se relancer avec tous ces changements et ils réussissent d'ailleurs plutôt bien, mais malheureusement la WWE va juger qu'ils sont encore trop peu expérimentés pour être champions par équipe, et après avoir échoué dans cette quête, les Usos sont cette fois-ci envoyés du côté de NXT. L'émission est à ce moment-là encore dans sa période télé-réalité, bien qu'elle en soit sur la fin, et les Usos se lancent là-bas dans diverses histoires, continuant d'apparaître brièvement à SmackDown, mais également lors du pré-show de WrestleMania 28 pour leur tout premier WrestleMania. Heureusement, arrivé au mois de mai 2012, NXT s'éloigne de ce côté télé-réalité pour devenir un show de développement à part entière avec des matchs, des histoires et des titres, et c'est là que les Usos vont avoir l'occasion de faire leurs preuves. Ils se lancent directement en rivalité contre l'Ascension et continuent de se former tout en restant des catcheurs actifs du roster de SmackDown, qui continuent quand même d'apparaître à Superstars et à Main Events, des shows secondaires, mais enfin, toute cette période de formation va finir par porter ses fruits. Oui, parce que là, ça va quand même bientôt faire 3 ans que les Usos sont à la WWE, ils n'ont pas eu de rivalité très marquante ni de titre de champion, et malgré un changement de personnage plutôt intéressant qui a amélioré leur présentation, on voit qu'ils n'explosent toujours pas, et il va donc enfin être temps pour eux de se lancer pour de bon. Ils reviennent à plein temps dans le roster principal du côté de Raw et de SmackDown, et se lancent en rivalité contre le Shield, où ils retrouvent leur cousin Roman Reigns, dont on va évidemment reparler, et ils tentent alors de récupérer les titres par équipe pour la première fois. Bien qu'ils échouent, les Usos font tout de même bonne impression et sont des faces plutôt appréciés par le public, et en ce qui me concerne à l'époque, je trouvais clairement qu'ils avaient un potentiel de fou qui n'était pas exploité, et je trouvais ça dommage de les voir régulièrement en pré-show alors qu'ils amenaient de très bonnes choses à la division par équipe. Mais heureusement, après être encore redescendus dans le milieu de la carte, apparaissant notamment dans le 5 contre 5 à Survivor Series 2013, les Usos se lancent dans une nouvelle rivalité contre la Wyatt Family, au sein de laquelle on retrouvait à l'époque un certain Daniel Bryan, et se mettent alors à enchaîner les victoires. La Wyatt Family, les Real Americans, Curtis Axel et Ryback ou encore les 3MB, nombreuses sont les équipes qui s'inclinent face à Jimmy et Jay, et les deux frères gagnent alors en confiance jusqu'à demander un match pour les titres par équipe qu'ils vont finir par obtenir. Échouant une première fois lors d'Elimination Chamber face aux champions par équipe, les New Age Outlaws, Jimmy et Jay battent les champions dans un match où les ceintures ne sont pas en jeu dès le lendemain et obtiennent ainsi une nouvelle chance au titre par équipe. Et enfin, cette fois-ci, lors du Raw du 3 mars 2014, Jimmy et Jey Uso atteignent enfin leur objectif qui semblait pourtant s'être éloigné au point d'être inatteignable, et les deux frères battent les New Age Outlaws pour remporter pour la première fois les titres par équipe dans le roster principal. C'est fou comment je me souviens parfaitement de ce moment. Comme je vous l'ai dit, j'aimais beaucoup les Usos à l'époque, surtout avec l'ajout des peintures faciales qui rendaient leur personnage encore plus stylé, et j'attendais avec impatience de les voir remporter les titres. Je me rappelle précisément du jour où j'ai regardé ce Raw en ne m'attendant à rien, et même si c'est pas l'un des plus grands moments de l'histoire de la WWE, il m'a tout de même énormément marqué avec la joie des Usos suite à leur victoire avec l'explosion de la salle qui faisait ultra plaisir. Enfin arrivé au sommet de la division par équipe, Jimmy et Jay se lancent alors dans leur tout premier règne par équipe qui était franchement très cool, surtout que la division n'était à cette époque-là pas exceptionnelle, donc leur présence relevait largement le niveau. Pour autant, malheureusement, les Usos ne vont pas quitter les pré-shows et ils défendent justement les ceintures dans le pré-show de WrestleMania 30, ce que je trouve très décevant parce que les ceintures méritaient selon moi largement une place dans le show principal. Mais malgré tout ça, Jimmy et Jay continuent de tout donner pour essayer de redorer le blason de la division par équipe, défendant notamment leur titre contre Randy Orton et Batista, Ryback ou encore la Wyatt Family. N'oubliez pas d'ailleurs comme d'habitude de me donner votre avis sur ce règne dans les commentaires parce que j'en ai de très bons souvenirs personnellement et des quelques extraits que j'ai revus pour cette vidéo c'était quand même très cool et le public était vraiment derrière les Usos, ce qui était vraiment sympa. Bon évidemment le règne de Jimmy et Jay ne sera pas pour autant infini parce que lors de Night of Champions 2014 c'est Cody Rhodes et Goldust qui récupèrent les ceintures, mettant alors un terme au premier règne de champion par équipe pour les Usos après si longs mois. Bon cette fois-ci la défaite ne renvoie bien sûr pas les Usos dans le bas de la carte, il reste des figures majeures de la division par équipe puisqu'ils obtiennent d'autres matchs de championnat ainsi que des matchs classiques
classique lors des shows hebdomadaires, et ils continuent même d'apparaître en pay-per-view, cette fois-ci carrément sur la carte principale, ce qui est important à souligner, ne parvenant pas à récupérer les titres dans un Fatal 4-Way à Survivor Series et affrontant les nouveaux champions lors de TLC. Malgré ces deux défaites, les Usos ne lâchent rien et ils restent bien dans la course aux ceintures puisque dès l'Euro du 29 décembre 2014, les deux frères récupèrent les titres par équipe au profit du Miz et de Damien Mizdow pour se lancer dans un deuxième règne amplement mérité. Même si ce règne est bien plus court que le premier puisque Jimmy et Jay perdent les ceintures 2 mois plus tard au profit de Cesaro et Tyson Kidd, une équipe absolument excellente au passage, ils obtenaient à l'époque enfin le respect qui leur était dû et ça faisait ultra plaisir. On voit donc que 2013 et 2014 ont été des années très importantes pour les Usos, ils sont passés de catcheurs un petit peu random de NXT, Main Event et Superstars à véritables leaders de la division par équipe, mais malheureusement, comme souvent à l'époque, la division par équipe n'est clairement pas l'élément le plus important de la WWE et elle est d'ailleurs très souvent délaissée par les officiels et les Usos vont donc retrouver une période plutôt compliquée. Ils combattent pour les ceintures par équipe dans le pré-show de WrestleMania 31 et n'ont donc jamais encore combattu sur la carte principale de WrestleMania alors qu'ils sont à la WWE depuis près de 5 ans, et ce match sera en plus leur dernier avant un bon moment puisque Jay subit une grave blessure à l'épaule, l'écartant des rings pendant de nombreux mois. On ne reverra donc pas les Usos avant novembre 2015 et Jimmy s'occupera comme il peut en attendant le retour de son frère durant l'année 2015 et leur retour ne sera pas non plus couronné de succès. Il se lance dans diverses rivalités dans la division par équipe, participe au Survivor Series, s'associe brièvement avec leur cousin Roman Reigns et obtiennent grâce à lui un match de championnat par équipe lors de TLC, mais malheureusement cette nouvelle chance n'est pas couronnée de succès et l'année 2015 se clôture donc de manière mitigée. Heureusement, la blessure de Jay étant maintenant complètement soignée, les Usos allaient pouvoir se relancer dès le début de l'année 2016 et ils allaient justement le faire de la meilleure des manières. Et oui, on ne peut pas mentionner les Usos sans parler de leurs éternels rivaux avec qui ils ont eu de nombreux grands matchs, le New Day. Les deux équipes s'affrontent pour la première fois dans un match pour les titres lors du Royal Rumble 2016 et si l'affrontement est bon, c'est loin d'être le meilleur entre les deux équipes puisqu'ils vont nous régaler dans les années à venir avec des matchs incroyables. Mais malgré tout, ce match est quand même important parce qu'il marque le début de l'une des plus grandes rivalités de la division par équipe et même si les Usos échouent parce que le New Day conserve les ceintures ce soir-là, on savait que c'était loin d'être fini et qu'on allait encore avoir de nombreuses pépites. En l'occurrence, pour voir ces pépites, il allait falloir attendre encore un petit peu parce que Jimmy et Jay se lancent d'abord dans une rivalité contre les Dudley Boys qui avaient fait leur retour peu de temps avant dans un moment exceptionnel et démarre alors une nouvelle période compliquée pour les deux frères. Ils subissent à ce moment-là de nombreuses défaites, autant en 2 contre 2 qu'en match à 6 aux côtés de leur cousin Roman Reigns et ils reviennent en pré-show lors de WrestleMania 32, Battleground et SummerSlam. Malgré tout, un changement important se produit à ce moment-là parce qu'on arrive en 2016 et la WWE annonce donc la séparation entre Raw et SmackDown et c'est justement du côté du show bleu que les deux jumeaux vont s'orienter pour essayer de se relancer. Ce passage à SmackDown va non seulement permettre aux Usos de tenter d'aller chercher de nouveau les titres par équipe, mais surtout il va amener pour eux un grand changement de personnage qui va totalement bouleverser la trajectoire de leur carrière. Si jusqu'à présent les Usos étaient des faces plutôt basiques avec des références à leurs origines samoanes, ils effectuent leur heel turn à leur arrivée à SmackDown en attaquant Alpha Academy et changent alors totalement leur apparence. Fini les peintures faciales, les références samoanes et les tenues colorées, fini le haka durant leur entrée et les chants Usos, Jimmy et Jay adoptent un style bien plus sombre et portent des bandanas, bref c'était l'heure de renouveler leur personnage. Ce renouvellement fonctionne très bien puisqu'ils sont désormais l'équipe heel la plus importante du show bleu et ils ne tardent pas à le prouver parce que même s'ils perdent le tournoi pour les titres par équipe de SmackDown, ils obtiennent d'autres opportunités face aux champions et finissent par récupérer les ceintures début 2017, faisant d'eux la première équipe à remporter les titres de Raw et de SmackDown après l'inauguration de ces derniers. On voit donc que Jimmy et Jay sont largement plus pris au sérieux à ce moment-là de leur carrière, on est loin de leur période à Main Event ou à Superstars, et ils vont continuer dans cette voie, défendant leur titre à plusieurs reprises, mais relançant surtout leur rivalité contre le New Day. Cette fois-ci, les rôles sont inversés puisque le New Day est devenu face entre-temps, et les deux équipes vont pour de bon lancer leur rivalité avec une série de matchs absolument incroyables à Money in the Bank, Battleground, SummerSlam et Hell in a Cell. Franchement, tous les matchs valent le coup d'être vus parce que même si le premier peut être considéré comme un peu décevant parce que les Usos conservent leur ceinture par décompte à l'extérieur, il permet de bien construire la rivalité pour la suite et croyez-moi, la suite est juste incroyable. Leur match à Battleground est littéralement celui qui sauve cette soirée parce que croyez-moi que Battleground 2017 est loin d'être un bon show. Leur exceptionnel affrontement en pré-show de SummerSlam est une véritable insulte tant il est bon alors qu'il est placé en pré-show, c'est vraiment un énorme doigt d'honneur au mec qui a eu le culot de mettre ce match ici au lieu de le mettre sur la carte principale. Et enfin, la rivalité se conclut par l'un des meilleurs matchs par équipe de l'histoire de la WWE, un incroyable Hell in a Cell match par équipe qui est selon beaucoup le meilleur de la rivalité entre le New Day et les Usos pour de bonnes raisons. Évidemment, durant toute la rivalité, les deux équipes ont également de très bons matchs dans les shows hebdomadaires, donc cela aussi mérite le coup d'œil, notamment le Street Fight lors du SmackDown du 12 septembre 2017. Et la rivalité n'est en plus pas marquée que par des matchs parce que je suis sûr que vous vous rappelez tous du rap battle organisé entre les deux équipes avec cette incroyable punchline des Usos qui font référence aux vidéos impliquant Xavier Woods qui avait fuité à une certaine époque. Bref, au fil de toutes ces pépites,
les deux équipes vont échanger les ceintures, mais c'est bien les Usos qui auront le dernier mot lors de Hell in a Cell pour conclure cette incroyable histoire. Cette victoire conclut non seulement ce gros chapitre de la rivalité Uso-New Day, mais elle permet également le face turn des Usos qui reconnaîtront le talent de leurs adversaires et leur témoigneront leur respect au lendemain de cette guerre pour modifier une fois de plus leur personnage. Pas question pour autant de se réorienter vers leur ancienne gimmick, ils gardent la même version des Usos avec leur catchphrase habituelle, mais ils sont cette fois-ci acclamés par le public et se lancent alors dans d'autres histoires au sein de la division par équipe. Du côté de SmackDown, la division par équipe semble d'ailleurs bien plus respectée, entre autres grâce à l'incroyable rivalité entre les Usos et le New Day, et Jimmy et Jay continuent de diriger la division avec un règne de champion vraiment cool qui durera un bon moment, puisqu'ils auront le temps d'affronter les champions de Raw, de se lancer en rivalité contre Chad Gable et Shelton Benjamin, et même de retrouver leurs rivaux du New Day début 2018, avant de finir par perdre leur titre contre les Bludgeon Brothers à WrestleMania 34 dans le pré-show. Non, bien sûr, je rigole, oui, WrestleMania 34 marque bien la fin du règne des Usos, mais il marque surtout enfin leur premier match sur la carte principale d'un WrestleMania, et c'est une véritable honte qu'ils aient dû attendre aussi longtemps au vu de leur talent. Alors évidemment, au début, leur personnage était un petit peu basique, ils ont grandement évolué pour devenir bien plus intéressants et ils ont largement progressé à tous les niveaux, mais le fait qu'ils aient dû attendre si longtemps avant d'enfin apparaître sur la carte principale de WrestleMania, c'est quand même assez hallucinant. WrestleMania 34 marque du coup une déception pour les Usos qui perdent leur ceinture, mais ils ont un sacré lot de consolation puisqu'ils peuvent enfin célébrer une véritable apparition à WrestleMania et ils continuent suite à ça leur rivalité contre les Bludgeon Brothers mais ne parviennent pas à récupérer les ceintures. Malgré les défaites et une petite absence en 2018, les Usos arrivent quand même à se reprendre et se lancent d'ailleurs en rivalité contre Gallows et Anderson, et même si la rivalité n'est pas ultra marquante en soi, elle est quand même bénéfique aux Usos puisqu'ils intègrent début 2019 un match pour déterminer les challengers numéro 1 au titre par équipe de SmackDown détenus par le Miz et Shane McMahon, et après avoir remporté ce match, les Usos battent les champions pour décrocher leur 4e titre par équipe du côté de SmackDown. Toujours face à cette époque, les Usos marquent également la montée de la Coffee Mania puisqu'alors que Xavier Woods et Big E doivent battre de nombreuses équipes le même soir et qu'ils sont à bout de force, les Usos qui sont leurs adversaires suivants déclarent forfait, rendant aux associés de Kofi Kingston la tâche bien plus facile et leur permettant donc indirectement de remporter le match, permettant à Kofi Kingston d'avoir un match de championnat à WrestleMania 35. En parlant de ce show, justement, les Usos reviennent une fois de plus sur la carte principale pour une deuxième année consécutive, défendant leur titre avec succès dans un Fatal 4-Way Tag Team match, obtenant leur première victoire à WrestleMania hors du pré-show, mais perdant malheureusement pour eux les ceintures dès le SmackDown suivant au profit des Hardy Boys. Cette perte des titres ne décourage pas pour autant Jimmy et Jay qui sont immédiatement envoyés du côté de Raw pour la première fois depuis la draft initiale, et bien qu'ils tentent de reprendre les titres vacants de SmackDown, ils échouent dans leur quête et s'attaquent alors pour de bon à de nouvelles histoires du côté de Raw. Là-bas, ils retrouvent malheureusement le mauvais côté de la carte parce qu'ils sont encore relégués au pré-show de Money in the Bank et de Super Showdown, mais ils se relancent tout de même avec une rivalité contre les champions par équipe du show rouge, The Revival. Évidemment, The Revival étant eux-mêmes une équipe incroyable, les deux équipes vont avoir de très bons matchs, même s'ils ne sont pas inoubliables, et les Usos ne parviennent pas à récupérer les titres par équipe, mais malheureusement pour eux, ce n'était pas la dernière nouvelle qu'ils allaient recevoir. Si tout semblait bien se passer à l'époque pour les Usos, cette période est aussi marquée par de nombreux problèmes judiciaires pour Jimmy, qui enchaîne depuis le début de sa carrière les arrestations pour conduite en état d'ivresse, et même si pour cette arrestation en particulier Jimmy sera reconnu non coupable, il n'était là ni à sa première ni à sa dernière fois. Mais bon, pour revenir sur leur carrière, Jimmy et Jay finissent bien par revenir après des mois d'absence, et lors du SmackDown du 3 janvier 2020, les Usos viennent sauver leur cousin Roman Reigns pour s'associer avec lui. Faisant équipe avec Reigns à de nombreuses reprises à ce moment-là, les Usos tentent aussi en vain de récupérer les titres de SmackDown, et leur retour sera rapidement interrompu puisque lors de WrestleMania 36, alors que Jimmy Uso tente de récupérer les titres tout seul dans un match de l'échelle contre Morrison et Kofi Kingston, il se blesse gravement au genou et doit donc s'absenter pendant quelques mois, laissant son frère seul du côté de SmackDown. Si la première grosse absence d'un des deux membres s'était soldée par un poste random de commentateur à Main Event pour Jimmy Uso, l'absence de celui-ci va largement plus bénéficier à son frère qui va en profiter pour exploser tout seul. Suite au retour de Roman Reigns et au heel turn de celui-ci, Jay se lance en rivalité contre le champion universel autour du titre dans une histoire excellente qui a marqué la période Thunderdome par sa qualité et son côté personnel grandement mis en avant. Évidemment, Jay ne parvient pas à remporter la ceinture et Jimmy effectue son retour à ce moment-là pour tenter de sauver son frère malgré sa blessure, mais finalement, après de longues sessions de destruction infligées par le chef tribal, les deux frères finissent par rentrer dans le rang et s'associent au Head of the Table pour former l'un des plus grands clans de l'histoire, la Bloodline. À partir de là, c'était changement d'ambiance complet pour Jimmy et Jay. Fini de jouer les gentils, les deux frères étaient les bras droits de Roman Reigns, Jay avait pris une ampleur monstre en tant que main event Jey Uso dans sa rivalité contre son cousin, Jimmy était prêt à suivre son frère et à dominer la division par équipe, bref, fini de rigoler, les Usos allaient exploser plus que jamais. Et justement, après avoir aidé Roman Reigns à conserver son titre pendant de nombreux mois et avoir servi de bras droit, les Usos remontent sur le ring en mai après guérison totale de Jimmy Uso et ils se lancent immédiatement à la poursuite des titres
par équipe qu'il remporte des Money in the Bank en battant Rey Mysterio et son fils Dominic pour se lancer dans un règne historique. À partir de là, l'histoire de la Bloodline telle qu'on la connaît démarre pour de bon avec le règne historique de Roman Reigns, l'aide régulière apportée par les Usos et leur défense des titres par équipe à de nombreuses reprises pendant cette période contre les Street Profits, le New Day, le Hurt Business, les Viking Raiders ou encore Nakamura et Boogs à WrestleMania 38, ainsi que d'autres matchs à 3 aux côtés de leur leader Roman Reigns. Évidemment, pendant de nombreux mois, tout va bien se passer dans la Bloodline parce que les Usos vont même aller chercher les titres de Raw pour unifier les ceintures et régner en maître sur la WWE avec Roman Reigns champion indisputé. Ils vont d'ailleurs également défendre ces ceintures à de nombreuses reprises et continuer un règne absolument historique qui durera au total plus de 600 jours, soit quasiment 2 ans. L'histoire des Usos pendant cette période est donc directement liée à celle de la Bloodline sur laquelle je compte refaire une vidéo pour détailler l'histoire en intégralité tellement il y a eu de rebondissements et de nouvelles choses qui se sont produites depuis ma première vidéo sur le sujet. Du coup je passe bien sûr assez vite sur de nombreux éléments mais globalement tout va se passer à merveille dans la Bloodline entre les Usos et leur chef tribal. Ils vont même être rejoints par le troisième frère Uso, un certain Solo Sikoa et également par Sami Zayn, mais suite à la trahison de ce dernier sur Roman Reigns, les premières tensions au sein de la Bloodline vont commencer à se créer. Si initialement Jay semblait être du côté de Sami Zayn et qu'on pensait qu'il allait trahir ses frères et son cousin, celui-ci se retourne finalement contre Sami Zayn et reste dans la Bloodline, lançant Sami Zayn à la poursuite du titre de Roman Reigns, mais surtout motivant celui-ci à détruire la Bloodline. Sami Zayn donnera donc tout pour essayer d'atteindre son objectif, même après son échec lors de Elimination Chamber contre Roman Reigns, et finalement il s'associera avec son ancien meilleur ami mais également plus grand rival Kevin Owens, et les deux hommes lanceront un défi de taille aux Usos pour tenter de briser la Bloodline, puisqu'ils les défieront pour un match pour les titres par équipe unifiés à WrestleMania 39. Si en soi l'affiche était déjà grande, cet événement est colossal pour les Usos puisque pour la première fois de leur carrière, Jimmy et Jay sont dans le main event de WrestleMania. Alors certes, il ne s'agit là que du main event de la nuit 1, on sait tous que le vrai main event c'était Cody Rhodes contre Roman Reigns, mais tout de même on ne peut pas nier que grâce à la Bloodline, les Usos se retrouvent propulsés dans le main event, autant en solo avec Jay en 2020 qu'à 3 avec Roman Reigns lors de WrestleMania Backlash et finalement à 2 dans ce moment historique. Le moment, s'il était déjà important, le sera d'autant plus puisqu'il marque ce soir-là la fin du règne historique des Usos qui prend fin à 622 jours après la victoire de Sami Zayn et Kevin Owens qui lance en plus la fin de la Bloodline. Suite à ça, les tensions entre les Usos et leur chef tribal Roman Reigns ne vont cesser de s'intensifier et semaine après semaine, on sentira que la fin de la Bloodline est très proche puisque Jimmy finira par trahir Roman Reigns à Night of Champions, coûtant à celui-ci et à Solo Sikoa les titres par équipe, et après des semaines d'hésitation, Jey Uso quittera lui aussi le clan pour officiellement rejoindre son frère et maintenir les Usos en vie puisque lors du SmackDown du 16 juin 2023, Jay envoie lui aussi un super kick au chef tribal, clôturant pour de bon son association avec la Bloodline. Pour enfin régler les comptes et fermer ce chapitre, Jimmy et Jay ont remporté leur match face à Roman Reigns et Solo Sikoa lors de Money in the Bank 2023 il y a seulement quelques jours, et c'est ainsi que se clôture pour l'instant l'histoire des Usos. Évidemment, leur histoire à la WWE ne s'arrête pas du tout, il leur reste encore de grandes choses à accomplir, notamment pour Jay qui vient de créer l'exploit en rivant les épaules de Roman Reigns à Money in the Bank, et j'ai personnellement extrêmement hâte de voir ce que l'avenir leur réserve, autant en équipe qu'en solo. Deux catcheurs en équipe de très bas de carte habitués de main event et superstars à l'une des plus grandes équipes de l'histoire de la WWE, le chemin des Usos est absolument incroyable bien que semé d'embûches, et après s'être reconstruit seul une place au sommet de la division par équipe, ils ont été propulsés à un statut encore plus important dans le cadre de l'histoire de la Bloodline, et ils restent aujourd'hui une équipe excellente et grandement appréciée. Au travers de toutes ces années, les Usos ne se sont jamais séparés, et ce choix est selon moi le meilleur parce qu'il permet de garantir une présence forte dans la division par équipe et empêche que l'un d'entre eux ne se perde en solo et disparaisse des écrans. Malgré ça, les deux hommes sont extrêmement talentueux en solo et en équipe, et qui sait, peut-être que l'un des deux sera amené à détrôner Roman Reigns pour mettre un terme à son règne historique de champion indisputé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo et à me rejoindre sur tous mes liens qui sont en description, en particulier ma chaîne Twitch, ma chaîne secondaire et mon lien affilié Oli pour me soutenir et vous régaler de boissons excellentes pendant cet été qui va être très chaud. Et j'en profite pour vous annoncer que je suis en train de préparer un assez gros projet sur la chaîne, donc c'est possible que durant le mois de juillet ou de août il y ait des vidéos qui sautent, mais c'est pour la bonne cause, donc surtout restez à l'affût et suivez-moi sur Twitch, et d'ici là je vous dis c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.